The City of Montreal recently held an executive council meeting where they discussed the rendering of accounts and the performance of the 311 service. They also discussed the bringing back of ancestral and cultural indigenous practices in collaboration with the Native Friendship Center. To hear more about this, stay tuned for the whole council. Alors bonjour tout le monde, bienvenue à cette séance régulière du comité exécutif de la Ville de Montréal. Nous sommes le 15 mars, il est 9 heures tapant. Mon nom est Benoît Doré, j'ai le privilège ce matin de présider le comité exécutif en remplacement de notre bien-aimée présidente. Alors, on va débuter ça en beauté avec une reddition de compte, reddition de performance, également un rapport de reddition et de performance sur notre réseau 311. Alors, on a des invités en ligne. Alors, Madame Josée Bédard, directrice, et également Madame Annie Bernard. Mais avant de leur céder la parole, je demanderai à ma valeureuse collègue Magda Papianou, peut-être une mise en bouche là, sur ce qui nous attend. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Et bonjour à tout le monde. Donc, je souhaite, comme à chaque année en réalité, déposer. Donc, comme d'habitude, le service d'expérience citoyenne et des communications dépose un rapport annuel de reddition de comptes de performance. Donc, j'espère que tout le monde est au courant que le service, en réalité, est la porte d'entrée de la Ville de Montréal pour les citoyennes et les citoyens qui sont à la recherche des informations ou qui déposent des plaintes, qui font des requêtes, qui laissent des commentaires ou qui font des suivis ou des relances. Donc, le centre de service 311, comme on l'appelle, est responsable aussi de la prise d'appel, des courriels envoyés à partir du site ou des communications qui sont faites directement au BAM. Donc, c'est un point de chute, un point de rencontre pour 14 arrondissements, que nous, on nomme les arrondissements regroupés à l'intérieur du centre de service. Il y en a 5 d'autres arrondissements qui sont encore non regroupés. Et d'ailleurs, nous souhaitons la bienvenue aux 2 derniers arrondissements qui ont rejoint le centre de service. Donc, il s'agit de l'arrondissement de Rosemont et de Côte-des-Neiges Notre-Dame-de-Grâce, donc qui ont rejoint le centre de service l'année dernière. D'ailleurs, je laisserai Madame Josée Bédard vous faire la présentation plus en détail. Et je suis persuadée qu'elle va le faire avec beaucoup de fierté, puisqu'on va voir qu'une amélioration importante a été faite en ce qui a trait aux indicateurs qui mesurent la qualité de nos services, mais aussi la satisfaction des citoyens. Donc, nous sommes là pour vous en servir. Donc, je suis très fière de déposer avec Madame Bédard ce rapport. Merci beaucoup, chers collègues. Et puis, donc, je cède la place à nos 2 invités qui vont, j'imagine, projeter une présentation. Et voilà, la magie du virtuel qui opère. Voilà, c'est à vous. Alors, bonjour, merci beaucoup. Merci, Mme Papianou. Merci, M. Doré. Josée Bédard, directrice du service de l'expérience citoyenne et des communications. Je suis accompagnée aujourd'hui d'Annie Bernard, qui est directrice à l'expérience citoyenne et au centre de service 311. Donc, on vous présente aujourd'hui les résultats du réseau 311 et du centre de service pour l'année 2022. Donc, quand on dit, juste un bref rappel, quand on parle du réseau, ce sont l'ensemble des arrondissements regroupés et non regroupés. Quand on parle du centre de service, on parle des arrondissements regroupés. Donc, bien sûr, on est heureuse de vous annoncer aujourd'hui que pour une 2e année consécutive, le centre de service 311 a atteint ses résultats et les résultats de l'ensemble du réseau, quant à eux, ont continué de progresser. Alors, on peut passer immédiatement en page 3. Ce qu'on va parcourir avec vous aujourd'hui, ce sont les résultats quant au traitement du volume d'appels, le traitement des courriels, les demandes en ligne, la performance du service rendu par téléphone et par courriel aux clients. Maintenant, le réseau 311, aux côtés du site montréal.ca, Mme Papianou le disait, c'est la porte d'entrée à la Ville de Montréal pour les citoyennes et les citoyens.
Le réseau est constitué de 19 arrondissements et le centre de service est maintenant responsable de la prise d'appels et des courriels de 14 arrondissements et bientôt, nous accueillerons un tout nouveau auprès de nous. Donc, on sera très heureux, M. Doré, d'accueillir votre arrondissement au centre de service. Et la promesse de service pour le téléphone est de répondre à 80% des appels en moins de 100 secondes et pour les courriels, c'est de répondre à l'intérieur de 2 jours. Maintenant, on retrouve sur la carte ici l'ensemble du réseau. On voit en rouge les arrondissements regroupés au centre de service et en gris les arrondissements qui sont non regroupés. Alors, je cède la parole à Annie qui va maintenant vous présenter plus en détail les résultats de performance du réseau et du centre de service. Annie. Alors, merci pour l'introduction, Madame Bédard. Bonjour. Il me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour discuter des résultats de l'ensemble du réseau 3.1 et du centre de service pour l'année 2022. Quelques points en bref. D'abord, une amélioration de 2 points de pourcentage pour l'ensemble du réseau 3.1 au niveau de la prestation de service au téléphone, ce qui représente une diminution de 21% du délai de réponse aux appels et une diminution du taux d'abandon de 1 point de pourcentage, ainsi qu'une diminution du délai de réponse au courriel de 33%. Maintenant, allons voir en détail ce que représente en termes de volumétrie, mais aussi de performance pour l'ensemble du réseau. D'abord, on constate une diminution de 11,2% du volume d'appels reçus pour l'ensemble du réseau 3.1, soit 815 406 appels traités. Une augmentation de 31,4% du volume des courriels, portant le total des courriels traités pour l'ensemble du réseau à 84 972. Et une augmentation assez marquée de demandes en ligne de 63,1%. Ce qu'il faut savoir des demandes en ligne, ce sont les demandes qui sont reçues via nos applications mobiles et montréal.ca que les citoyennes et citoyens peuvent nous soumettre directement. En termes de performance pour l'ensemble du réseau, ce sont 76% des appels qui ont été répondus en moins de 100 secondes, ce qui représente une amélioration de 2 points de pourcentage au niveau de la prise d'appel. Également, une diminution de 21% du délai moyen de réponse des appels qui ont été répondus en moyenne en 77 secondes, ce qui rencontre la cible fixée de moins de 100. Au niveau du taux d'abandon, ce sont 6% des appels qui ont été abandonnés, ce qui rencontre également la cible qui est de moins de 10%. Et finalement, pour les courriels, on constate une amélioration de 33% du délai moyen de réponse avec un délai moyen de traitement à 1,4 jours qui rencontre très bien la cible fixée à 2 jours. Je vous propose de regarder à l'instant les résultats pour le centre de service. Alors, pour le centre de service, les résultats ont tous été rencontrés et ont été très favorables pour l'ensemble des arrondissements regroupés. Ce sont 84% des appels qui ont été répondus en moins de 100 secondes. Les appels ont été répondus en moyenne avec un délai d'attente de 45 secondes, ce qui rencontre la cible de 100 secondes. Et au niveau du taux d'abandon, ce sont 4% des appels qui ont été abandonnés, ce qui rencontre également la cible qui est de moins de 10%. Et finalement, un délai de réponse au courriel à 1,6 jours sur une cible de 2 jours. Ici aussi, la cible est rencontrée. Maintenant, en termes de communication citoyenne, ce sont plus de 722 188 communications qui ont été enregistrées, ce qui représente une légère baisse de 2,9% en comparaison à l'année précédente, dont 312 977 demandes d'information qui ont été répondues. Les demandes d'information, eh bien, ce sont des résolutions de premier contact que nous sommes en mesure de fournir la réponse directement à la population. 364 724 requêtes ont été enregistrées pour lesquelles les différents services et arrondissements ont pris action afin de résoudre les demandes des citoyennes et des citoyens. Vous avez également les autres types de communication tels les plaintes, les commentaires, les relances, les réactivations et les annulations qui sont enregistrées.
Je vous propose de regarder en détail les résultats des arrondissements. Vous trouverez les résultats du niveau de service dans le premier tableau à gauche. En gris, les résultats des arrondissements non regroupés et en rouge, les résultats des arrondissements regroupés. Je vous rappelle que la cible est de 80% des appels répondus en moins de 100 secondes, en vert, la ligne qui représente cette cible. J'attire votre attention vers la file Info Travaux et la file SWEF qui sont répondues par le Centre de service 3A. La file Info Travaux a atteint 88% des appels répondus en moins de 100 secondes. Sur cette file, nous répondons aux questions des citoyennes et des citoyens concernant les chantiers centraux. La file SWEF, c'est la file sur laquelle le centre de service répond à l'ensemble des appels des arrondissements, les soirs, les fins de semaine et les jours fériés, dont 79% des appels ont été répondus en moins de 100 secondes, ce qui représente un point de pourcentage en dessous de la cible. Du côté droit, vous avez le tableau indiquant la volumétrie des appels reçus pour chacun des arrondissements. Il y a une corrélation à faire entre le délai moyen de réponse et le taux d'abandon naturellement. Plus le délai moyen de réponse s'améliore, plus le taux d'abandon est faible. Vous voyez ici la corrélation pour l'ensemble des arrondissements. Vous avez également le détail. Il y a également des appels qui sont dirigés par la file commune aux arrondissements. En fait, la file commune, c'est celle où on retrouve les citoyennes et citoyens qui, lorsqu'ils s'identifient auprès de notre système de reconnaissance vocale du réseau 3.1, si leur arrondissement n'est pas reconnu par le système, ils sont dirigés vers cette file commune. C'est donc de façon conjointe et solidaire pour l'ensemble des arrondissements non regroupés et le centre de service qui assure le traitement des appels sur la file commune. Vous constaterez en bleu poudre la cible des services, donc le pourcentage des appels qui doivent être répondus pour chacun des arrondissements, ainsi que le centre de service en proportion de la volumétrie globale des appels de chacun. En bleu foncé, ce sont les résultats atteints en regard de la cible. Je souligne ici la part de l'arrondissement de Saint-Laurent, qui avait pour cible 4,3% des appels et qui a réussi à répondre à 10,2% des appels. En termes de gestion des courriels, tout à l'heure, je vous mentionnais que la cible est à l'intérieur de 2 jours. Le tableau de gauche présente la norme de service en termes de réponse aux courriels par arrondissement et celui de droite, la volumétrie des courriels reçus par arrondissement. On constate à droite que la totalité des arrondissements ont rencontré la cible de service. Tous se situent en dessous de la ligne verte qui représente la cible. On termine avec 2 informations. D'abord, le classement des 10 communications citoyennes les plus courantes. Alors, sans surprise, les taxes foncières nous tiennent très occupés, de même que la collecte de déchets et les bacs roulants. Vous voyez en bleu le nombre de demandes d'information. En gris, ce sont le nombre des requêtes par sujet. Et en noir, les plaintes. Les sujets ayant généré davantage de plaintes sont la collecte de déchets, les opérations d'éneigement et la collecte de matières recyclables. Je termine par le classement des communications citoyennes par arrondissement. Alors, ce sont les arrondissements de Mercier, Hochelaga-Maisonneuve, de Rosemont-la-Petite-Patrie et de Antique-Cartierville qui ont généré le plus d'appels pour le réseau 311. Alors, voilà pour les résultats du réseau 311. Madame Bédard, je vous cède maintenant la parole. Eh bien, c'est la conclusion de la présentation. Je vous laisserai maintenant une période de questions, si vous en avez. Merci beaucoup, mesdames. C'était vraiment très, très, très clair et très parlant. Un énorme merci vraiment aux équipes. Il y a du travail vraiment impressionnant qui a été fait et c'est pas pour rien qu'il y a un certain arrondissement dont le maire vous parle qui a décidé de joindre ce regroupement. Alors, ça s'en vient incessamment. Les GDD, les votes ont été faits. Là, donc, pour le conseil d'arrondissement, nos équipes respectives travaillent vraiment très fort depuis quelques semaines et mois. Donc, c'est très probant. Merci beaucoup. Y a-t-il des questions, des interventions de la part de mes collègues? Je pense que ça coulait de source.
C'est vraiment très clair. Donc, Madame la mairesse, si son micro n'était pas ouvert, elle vous a dit que c'était très clair. Alors voilà, je reprends textuellement ces mots. Alors, merci beaucoup. Merci beaucoup tout le monde. Bonne journée. Bonne journée à vous. Au revoir. Alors, c'était tout comme présentation ce matin. On va pouvoir, merci chers collègues. Alors, on va pouvoir entamer l'ordre du jour avec quelques ajouts que vous avez déjà reçus hier. Alors, je vais considérer que tous et toutes sommes d'accord pour adopter l'ordre du jour tel que modifié. Excellent. Alors, allons-y. 10.004, nous allons approuver le procès-verbal de correction de la séance ordinaire du comité exécutif qui s'était tenue le 14 septembre dernier. C'est adopté. On passe aux affaires contractuelles, beaucoup de dossiers. Et ça commence avec 20.001, qui est 3 contrats à SOGEP pour la fourniture de services d'entretien d'équipements et de milieux naturels du réseau de Parc Nature pour 43 mois et avec option de prolongation. C'est adopté. 20.002, un contrat à la firme A&JL Bourgeois Limité pour fourniture, transport et déchargement de blocs de béton pour l'enclos au parc d'entreprise de Pointe-Saint-Charles. C'est adopté. 20.003, un contrat à Eurovia Québec Grand Projet Incorporé pour des travaux de conduite d'eau principale, d'égouts de voirie, d'éclairage et de feux de circulation sur Summerled entre Beaconsfield et le chemin de la Côte-Saint-Luc. C'est adopté. 20.004, un contrat à Fort Action pour des travaux de remplacement de branchements d'eau en plomb dans différentes rues des arrondissements d'Annecy-Cartierville et de Saint-Laurent. C'est adopté. 20.005, contrat à construction H2D incorporé pour des travaux de restauration de l'allée Royale, de Belvedere et autres éléments au parc La Fontaine. C'est adopté. 20.006, un contrat accordé au regroupement des firmes Provence-Chérois et Associés Architectes, de même que Boutillette Parizeau Incorporé et NCK Incorporé, et c'est pour des services professionnels en architecture et ingénierie pour le remplacement de la génératrice et la réfection de la toiture de l'Éperon à Pointe-à-Calière. C'est adopté. 20.007, un contrat de service professionnel à WSP Canada, et c'est pour la mise en service améliorée des systèmes électromécaniques au complexe sportif Claude Robillard, qui est en rénovation majeure. C'est adopté. 20.008, une dépense additionnelle de 29 433,60 taxes incluses, et c'est pour le paiement d'honoraires professionnels au cabinet d'avocats Racicot-Chandonnet, et c'est pour la continuation de son mandat pour nous représenter dans un litige qui nous oppose à Natac Construction Incorporée. C'est adopté. 20.009, c'est 2 ententes cadres de services professionnels de 36 mois avec GLT Incorporé et Macogep Incorporé. Et c'est pour de l'estimation de coûts de construction de différents projets sous la responsabilité du CIR. C'est adopté. 20.010, un contrat WSP Canada pour la fourniture de services professionnels d'études des milieux physiques et biologiques pour la réhabilitation des berges du parc de la promenade de Belle-Rive. C'est adopté. 20.011, un contrat à Aviso Expert Conseil et pour des services professionnels d'études de milieux physiques et biologiques, toujours les mêmes travaux, mais cette fois pour les berges du parc nature de l'île de la Visitation. C'est adopté. 20.012, accorder une contribution en biens et services d'une durée de 3 ans au Centre Amitié autochtone de Montréal. J'ai entendu le bling d'une main virtuelle, c'est celle de la responsable du dossier, Mme Alia Hassan-Cournol. Expliquez-nous ce dossier, s'il vous plaît. Oui, bonjour Monsieur le Président, bonjour à mes collègues. Alors écoutez, c'est un beau dossier ce matin, un dossier assez exceptionnel, puisqu'on vote, on accorde un droit d'occupation au Centre d'amitié autochtone de Montréal dans l'enceinte d'Espace pour la vie au Jardin des Premières Nations pour reprendre une tradition autochtone qui avait été délaissée depuis la COVID, et ce sont les cérémonies de sudation.
Donc aujourd'hui, on est vraiment heureux d'insérer des pratiques ancestrales autochtones à l'intérieur du jardin botanique, à l'intérieur de cet espace qui est prévu pour ça au Jardin des Premières Nations. Et on le sait, hein, les communautés autochtones qui vivent en milieu urbain ont souvent très peu d'accès et d'espace pour pratiquer leurs traditions, pour pratiquer leur culture. Et c'est exactement ce qu'on vient faire. Donc ce matin, c'est le Centre d'amitié autochtone qui va coordonner les pratiques de ces cérémonies en lien avec une aînée très connue de la nation Mohawk de Kanawagé, Cédalia, qui va orchestrer ces cérémonies de sudation. Donc vraiment, aujourd'hui, c'est un très beau dossier qui nous est acheminé par nos collègues d'Espace pour la vie. Je tiens d'ailleurs vraiment à souligner le travail remarquable en réconciliation de l'équipe de Julie Joudouin, des champions. Donc vraiment, c'est un beau dossier par et pour les communautés autochtones pour qu'on s'assure que la ville de Montréal, Tiohtià:ke, pratique des cérémonies et des pratiques inclusives pour toutes les personnes autochtones qui vivent en milieu urbain. Voilà, Monsieur le Président. Bien, voilà qui est très clair et qui s'avère une excellente nouvelle. Alors, je pense que c'est dans l'enthousiasme qu'on va de l'avant avec 20.012. 20.013 maintenant, c'est une dépense maximale de 720 164 et 92 sous, taxes incluses, pour la réalisation des plans et devis pour un lien de transport actif pour desservir la station Sunnybrook du REM. C'est adopté. 20.014, entériner une dépense maximale de 10 947 611 et 21 sous pour la conception et la réalisation d'un passage piétonnier et cyclable dans le secteur de la station du Ruisseau du REM. C'est adopté. 20.015, entériner une dépense maximale de 6 409 172 et 17 sous taxes incluses pour la conception, la démolition et la reconstruction du pont d'étagement Jean Talon dans le cadre du REM. C'est adopté. 20.016, approuver l'entente entre la Ville de Montréal, l'ETS, l'Université Laval, l'École polytechnique de Montréal et le Collège de Rosemont pour la réalisation des travaux de recherche intitulés « Carte carbone de Montréal pour la mobilité ». Alors, j'ai un micro de rouge. Alors, Madame Mauger. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Nous sommes très heureux de vous présenter ce partenariat entre la Ville et 4 établissements postsecondaires, donc une université, 2 écoles universitaires, puis un cégep. C'est un projet de recherche qui sera sous la direction scientifique du département de génie de construction de l'École de technologie supérieure. Et c'est pour la réalisation de la carte carbone de Montréal pour la mobilité. Alors, la carte carbone vise à présenter nos émissions GES en transport routier. Donc, ça représente 28 % de nos émissions GES de la collectivité montréalaise, donc de Montréal. Et pour rappel, notre plan climat qu'on a adopté en 2020 vise à réduire de 55 % nos émissions GES d'ici 2030 par rapport au niveau de 1990. Et à l'horizon 2050, c'est une réduction de 100 % de nos émissions, donc la carboneutralité. Et puis, notre plan climat donc prévoit 7 actions sur 46 qui visent spécifiquement la mobilité. Alors, la carte carbone va nous permettre de mesurer l'efficacité de nos initiatives pour réduire les émissions GES en transport routier. Et puis, bien sûr, aussi, un des objectifs, c'est de rendre cette carte publique, à la portée de toute la communauté à travers une plateforme de visualisation. Donc, ce dossier-là est aussi encore une belle collaboration entre des grands partenaires de la recherche et la Ville pour mieux nous outiller dans nos actions dans la lutte au changement climatique. Voilà, Monsieur le Président. Bien, merci beaucoup, Mme Mauger. Très apprécié. Alors, allons de l'avant. 20.018, on va approuver un projet de bail par lequel la Ville de Montréal loue des fiduciaires pour le compte de fonds de placement immobilier Cominor pour 15 ans, à compter du 1er mai prochain, des espaces au 255 boulevard Crémazie-Est. Et ça vise à héberger les services suivants, soit le service de l'évaluation foncière, celui de l'approvisionnement, de même que celui des infrastructures du réseau routier. Adopté. 20.019, un soutien financier non récurrent de 12 500 $ à Vivre en Ville pour la 7e édition du rendez-vous Collectivité viable qui se tiendra le 8 juin prochain.
C'est adopté. 20-020, un soutien financier total et maximal de 105 000 à Vélo Québec pour les activités d'animation, de promotion et de développement du vélo à la Maison des cyclistes. Et c'est pour l'entièreté des années 2023, 24 et 25. C'est adopté. 20-021, une contribution financière non récurrente maximale de 25 000 au réseau environnement. Et c'est pour l'événement Americana 2023 qui aura lieu à quelques pas d'ici, au Palais des Congrès, du 20 au 22 mars, donc la semaine prochaine. C'est adopté. 20-022, une entente cadre avec le bureau Veritas Canada pour 1 106 120 et 78 sous pour 36 mois, avec une option de 12 mois possible. Et c'est pour service d'analyse externe en laboratoire. C'est adopté. 20-023, un contrat à Saint-Denis-Thompson pour l'exécution des travaux de restauration et d'installation du mastodo au Square Vigée. C'est adopté. 20-024, une dépense additionnelle de 2 7 165 et 96 sous. Je vais y arriver. 2 millions de dollars arrondis. Hein, j'ai souvent dit ça. Voilà. Et c'est pour la conception et la réalisation du prolongement de la rue Marc-Quentin de Carrie-Derrick au boulevard Gaétan-Laberge. Alors, voilà. On passe lentement mais sûrement à la rubrique 30, Administration et finances. 30.001, on va accepter l'offre de service de l'arrondissement Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles en conformité à la Charte de la Ville de Montréal de prendre en charge les travaux de rapiessage mécanique sur la rue Notre-Dame entre la 1er avenue et Saint-Jean-Baptiste. C'est fait. 30.002, on va prolonger la déclaration de compétence du Conseil de la Ville pour 5 ans à compter du 22 mars prochain. Et c'est pour l'adoption de la réglementation relative au stationnement sur le réseau de voirie locale des véhicules en libre service qui n'ont pas de stationnement spécifiquement réservé sur rue et à la délivrance de permis pour le stationnement de ces véhicules, de même que certaines activités d'entretien liées aux bornes de recharge, en conformité bien sûr avec notre charte. Voilà, c'est adopté. 30.003, on va approuver l'entente modifiant entre la Ville et le secrétariat du Conseil du Trésor. Et c'est à l'égard des modalités financières du transfert de régime de retraite des juges. Et on vient changer en date du transfert par en date de la veille de la date du transfert. C'est adopté. 30.004, on va autoriser la Société du Parc Jean-Drapeau à conclure une entente cadre pour des travaux civils à taux horaire pour 3 années, avec 2 options possibles, à la firme Les Pavages d'Ancor et conformément à un appel d'offres. Voilà, c'est adopté. 30.005, autoriser la Ville de Montréal à s'associer à titre de partenaire des Assises 2023 de l'UMQ qui vont se tenir cette année au mois de mai à Gatineau. C'est adopté. 30.006, accorder le statut de reconnaissance à 28 organismes dans le cadre de la nouvelle politique de reconnaissance en sport régional pour la période 2024-2026. C'est adopté. 30.007, on va autoriser la dépense estimée à 1 001,80 $. C'est relatif au déplacement de Mme Plante, de Mme Alia Hassan Cournol pour prendre part au grand rassemblement des peuples autochtones et des municipalités du Québec qui aura lieu du 22 au 24 mars prochain à Gatineau. C'est adopté. 30.009, renouveler le mandat de Mme Marie-Chantal Lamotte à titre de vice-présidente de la Commission de la fonction publique de Montréal pour 4 ans. C'est adopté. 30.011, ratifier une dépense supplémentaire de 1 546 360 $ pour l'entente cadre avec Inotex. Et c'était pour l'acquisition, l'inspection, l'entretien et la réparation des habits de combat. C'est adopté. En réglementation maintenant, 40.001, on va approuver le protocole d'entente de financement entre la SHQ et nous-mêmes, donc pour le programme de supplément au loyer d'urgence et de subvention aux municipalités. C'est adopté. 40.003, on va adopter en vertu de 89.4 un règlement autorisant la construction et l'occupation d'un bâtiment situé sur la rue Saint-Ambroise à des fins d'hébergement, donc c'est du logement social. C'est adopté.
40.005, adopté sans changement le projet de règlement qui modifie le règlement 20.041 qui vise à améliorer l'offre en matière de logement social abordable et familial pour y ajouter 5 zones de logement abordables dans les arrondissements de Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce, Ville-Marie, Sud-Ouest et Ahuntsic-Cartierville. C'est fait. 40.006, on va adopter le règlement qui modifie le règlement sur les tarifs pour la présente année et c'est pour y ajouter, enfin, mettre à jour et ajouter des tarifs pour la Cité des Hospitalières. C'est adopté. 40.007, adopter un règlement en vertu de 89.4 et c'est pour autoriser la démolition partielle d'un bâtiment, la construction d'un bâtiment résidentiel qui comprend un maximum de 18 logements et son occupation à des fins de logement social et c'est ça pour le lot mentionné. On est à la Chine. C'est adopté. En 40.008, avec grand enthousiasme, je demande à cette vénérable Assemblée d'adopter un règlement d'emprunt de 80 millions de dollars pour financer l'acquisition d'immeubles requis à des fins d'habitation. Alors, on se souviendra que dans le programme décennal d'immobilisation, on avait voté des sommes colossales et vraiment jamais vues dans l'histoire de la Ville de Montréal pour acheter de l'immobilier. Alors, ça veut dire autant des terrains que des bâtiments, de petits bâtiments jusqu'à de grands ensembles immobiliers. On avait voté 600 millions de dollars répartis comme suit. 120 millions de dollars pour acheter de tels immeubles à des fins de logement social et qu'on revendrait à des OBNL en habitation. Et ensuite, nous avions 100 millions de dollars pour acheter toujours des immeubles sur 10 ans pour faire du logement abordable. Et ces immeubles-là achetés seraient un jour revendus, donc dépendamment de l'avancement des projets. Et on s'était gardé une part vraiment très, très importante avec un grand changement d'orientation à la ville, soit d'acheter du foncier et d'en rester propriétaire et donc de permettre par la suite, avec le démembrement du droit de propriété, donc ça peut être par usufruit, usage, amphithéose, droit superficiel, etc., de les garder, ces bâtiments-là, mais de permettre de développer du logement abordable. Donc, c'est une première tranche de 80 millions qu'on adopte actuellement de ce 380 millions de dollars. Alors, vraiment, on a déjà plusieurs règlements d'emprunt depuis le début de ce mandat-ci. On poursuit les acquisitions. On continue également d'assujettir des bâtiments et des immeubles, parce qu'il y a des terrains et il y a également des bâtiments à ce droit de préemption. Ce qui est intéressant, c'est qu'on les assujettit. Ça fait en sorte que de temps en temps, il y a des transactions qui arrivent. On est allé par critères, on est allé par priorité. L'une des grandes priorités était d'assujettir les maisons de chambre parce que les données d'analyse du marché nous disaient que ces bâtiments-là, il y aurait des transactions. Il y aurait vraiment le cadre de bâti est vraiment vieillissant, assez vieux, et souvent ce qu'on voit, c'est qu'il y a des transactions. Et ça a payé puisqu'il y a eu plusieurs transactions et nous avons acheté plusieurs maisons de chambre. Nous assujettissons également d'autres bâtiments qui font en sorte qu'il n'y a pas nécessairement de transactions, mais le propriétaire, à ce moment-là, appelle la Ville de Montréal. On va sur le site de la Ville de Montréal et on a vraiment les coordonnées, comment rejoindre les gens du service de la stratégie immobilière et s'entament à ce moment-là des négociations. Parfois, elles sont fructueuses. Alors, ça a été le cas notamment du NCC dans la Petite Bourgogne. Ça a été le cas dans Villeray-Saint-Michel, Parc Extension. Et parfois, c'est pas fructueux. Mais après quelques mois, on sent qu'il se passe quelque chose et puis il y a de nouvelles négociations qui ont lieu. Et après quelques mois, on est capable de se porter acquéreur. Alors, on voit que c'est un outil qui est vraiment intéressant, qui est complémentaire aux autres outils qu'on avait dans notre coffre à outils. Alors, avec cette tranche-là de 80 millions qui s'ajoute aux autres règlements d'emprunt, on va pouvoir continuer à aller de l'avant avec des réserves foncières. Alors, c'est intéressant de pouvoir parfois d'être maître de ce foncier
Et on a des projets très rapidement qui arrivent. Bon, après ça, il faut les financer. On est là-dedans. La Ville de Montréal met de l'argent. On s'attend à ce que les gouvernements des paliers supérieurs mettent également beaucoup d'argent. Je pense que c'est un travail collectif que de financer le logement abordable et le logement social. Donc, ça, c'est vraiment très, très intéressant. Mais parfois aussi, dans des endroits stratégiques, c'est bien d'avoir la maîtrise foncière. Et à ce moment-là, on se dit que lorsqu'il y aura du développement très important, bien, la Ville ne sera pas en réaction. Hein, on ne sera pas à dire « Oh, là, il nous faut du logement social et abordable dans ce secteur-là. Il risque d'y avoir un embourgeoisement. » Et là, on fait comme on a fait pendant très longtemps. Bien, on sort de l'argent, puis on sort beaucoup trop d'argent. Alors, les règlements d'emprunt servent vraiment à utiliser, on sert de cet argent-là pour faire des transactions et des projets à court, moyen et à long terme. Alors, c'est vraiment ça qu'on vise, à le faire dans les 19 arrondissements, être capable d'aller de l'avant, parfois de brusquer un peu les choses, parfois d'accélérer les choses, mais parfois aussi de se dire, on se garantit l'avenir. Alors, des réserves foncières, pendant très longtemps, le milieu de l'habitation nous disait il faut se doter de réserves foncières. Ayons une banque de terrain, ayons une banque vraiment de foncier qui fera en sorte qu'on sera capable d'agir. Bien, notre administration, on a dit oui. Non seulement on a dit oui, non seulement on en a fait un peu, mais là, on se donne des moyens colossaux de le faire énormément. Alors, malgré un titre un peu rébarbatif de règlement d'emprunt de 80 millions de dollars, bien, voilà tout ce que ça implique dans ce GDD. Alors, vous comprendrez pourquoi je suis très enthousiaste à ce qu'on dise tous oui collectivement. Et voilà, je sens que tout le monde est d'accord. Voilà, 40008, c'est donc adopté. À suivre, puisque, comme je vous dis, 600 millions sur 10 ans vont être utilisés. En 40.009, on va approuver la conformité au schéma d'aménagement et de développement de l'agglo de Montréal, le règlement mentionné qui nous provient de la ville de Kirkland. C'est adopté. On est en 60, donc les dépôts. 60.001, c'est le dépôt de la réponse du greffier relativement à un projet de pétition qui a été présenté en vertu de l'annexe B du règlement sur la Charte montréalaise des droits et responsabilités et sur le droit d'initiative. Et ça concernait le sujet suivant, soit mieux sécuriser les abords des écoles primaires à Montréal. En 60.003, on va déposer le rapport annuel d'activité du comité d'audit de la Ville de Montréal et c'est pour l'ensemble de l'année 2022. Voilà, c'est adopté. Alors, à moins que je ne m'ai trompé, on a passé à travers tout l'ordre du jour, partie publique. Le greffier me fait signe de oui et d'autres gens avec des pouces dans les airs. Alors voilà, mission accomplie pour ce matin. On se revoit dans 2 semaines, puisque la semaine prochaine, il y a relâche du comité exécutif en raison de la tenue du conseil municipal et du conseil d'agglomération, mais travail, bien sûr, pour les élus pareils. Merci beaucoup. Bonne journée, bon mercredi tout le monde.